Il est 12h32, soyez les bienvenus en direct sur Sud Radio. Et cette question en présent, qui doit payer pour les dégâts des émeutes? Au moins une centaine de mairies, 84 écoles, plus de 200 postes de police et gendarmerie. Additionnés, ce sont évidemment des milliers de bâtiments publics impactés plus ou moins gravement par ces émeutes. Un chiffre d'ailleurs plus proche de 1500, nous dit aujourd'hui Christophe Béchu. Le texte destiné à accélérer la réparation de ces bâtiments arrive au Parlement aujourd'hui, le Sénat d'abord, et puis ça sera ensuite l'Assemblée nationale. Mais tout le monde ne semble pas franchement d'accord sur finalement cette question, qui doit mettre la main à la poche. On en parle avec mes invités. Thomas Ménager, porte-parole du RN, député du Loiret. Bonjour Thomas Ménager, merci d'être avec nous. À vos côtés, plutôt en face de vous, Lounès Hadjroud, porte-parole du PS, conseiller départemental de Châtillon. Bonjour Lounès Hadjroud. Donc je le disais, ce projet de loi baptisé d'accélération de la reconstruction est soumis mardi au Sénat, puis ce sera jeudi prochain à l'Assemblée nationale. Vous savez déjà pour qui, ce que vous allez faire, ce que vous allez voter au RN, Thomas Ménager? On en débat actuellement en réunion de groupe où je ne suis pas, puisque je suis avec vous ce matin. Ce qui est certain, c'est qu'on est d'accord pour accompagner les collectivités, leur donner la possibilité d'aller plus vite, de reconstruire. Moi, à Montargis, sur mon territoire, on a vécu des démolitions entières de bâtiments privés, des pharmacies, des magasins, des habitations qui ont été détruites, des appartements. Donc ces personnes-là doivent pouvoir reprendre leur activité le plus vite possible, que la vie reprenne son cours. Mais ce qu'on ne souhaite pas, nous, c'est reconstruire comme avant. C'est-à-dire se dire, on reconstruit, on repaye, c'est les impôts des Français qui vont payer encore une fois, et derrière, sans régler les problèmes de fond, et donc les mêmes causes produisant les mêmes effets. Si on reconstruit pour qu'il y ait des émeutes similaires dans les années à venir, qui redémolissent ces bâtiments, qui procèdent aux mêmes effets, il faut ne pas reconstruire en mettant la poussière sous le tapis, en ne réglant pas les problèmes d'éducation, les problèmes d'autorité, de justice, de police, l'ensemble des sujets qui ont mené à ces émeutes et qui pourraient mener demain à de nouvelles émeutes. Mais qu'on soit bien d'accord, et après on donnera quand même la parole à Lounès Hadjroud sur le principe de cette loi qui finalement permet un déclenchement immédiat des travaux. Vous étiez quand même a priori sur le principe d'accord, vous mais plutôt Thomas favorable Ménager, d'accompagner les collectivités, de lever un certain nombre de barrières administratives, de les accompagner financièrement en accélérant les fonds, notamment le FCTVA, le bénéfice du FCTVA, tous ces éléments. Bien entendu, on peut être que favorable, ça peut soutenir que nos élus qui ont déjà été en première ligne, les maires notamment, dans le cadre de ces émeutes. Donc bien entendu, on est derrière, mais ce qu'on souhaite pas, c'est, je vous dis, juste dire on redépense, on paye, on reconstruit, mais on ne tire pas les conséquences. Le contribuable paye surtout. Et c'est ça que vous ne souhaitez La vraie pas. question, c'est de savoir aussi qui va payer. Au fond, on sait très bien que ça sera toujours les impôts, ce sera toujours les Français. Il y a la question du casseur-payeur, mais dans tous les cas, même si nous on a des mesures notamment de supprimer par exemple les aides sociales pour les mineurs délinquants récidivistes, on en parlera peut-être, ça suffira pas dans tous les cas à payer les centaines de millions d'euros qui sont nécessaires pour reconstruire. Lounès Hadjroud, casseur-payeur, comme le disait Thomas Ménager, qui n'est pas contre le principe de cette loi qui finalement est assez technique, elle permet le déclenchement des travaux, mais c'est vrai que Thomas Ménager se fait un petit peu aussi le porte-parole de ce que ressentent d'autres Français. C'est à la fin, c'est le contribuable qui paye. Alors c'est pas totalement le contribuable qui paye, parce que nous, on va voter pour ce projet de loi d'habilitation, même si on a quelques réserves sur le véhicule législatif qui est choisi. On aurait préféré un projet de loi classique plutôt que l'habilitation par ordonnance. Mais bon, ça c'est un sujet très technique. On va voter pour. On regrette notamment qu'il n'y ait pas ces études d'impact qui permettent de chiffrer réellement le coût de ces constructions, parce que là on se base plutôt sur des chiffres communiqués par les assureurs. Puisque c'est eux finalement qui vont, d'euros, c'est eux qui vont notamment porter une grande partie, c'est ça la réalité, du remboursement de cette casse. Et ensuite sur la question du casseur-payeur, en réalité. Nous ne sortons pas du droit commun. Ceux qui ont été arrêtés, ceux qui sont jugés vont être condamnés. Et lorsqu'ils vont être condamnés pour de la casse, très souvent, la justice a la possibilité de condamner pour des dommages et intérêts. Ensuite, je sais que vous allez me dire se poser la question de la solvabilité ou autre, mais
la justice, de toute façon, va permettre que ces commerçants, ces collectivités soient en tout cas remboursés d'une part de ces casses. Ensuite, l'avantage... Alors, en 2005, ça n'avait pas été utilisé, pour une raison simple, c'est qu'à l'époque, Dominique de Villepin et Jacques Chirac considéraient que le cadre juridique de droit commun permettait d'accélérer tous ces remboursements et ces prises en charge. Beaucoup moins gros, les dégâts étaient beaucoup moins importants. Oui, il y avait voitures, je crois, il y avait beaucoup moins de bâtiments. Oui, il y avait beaucoup plus de voitures. C'est beaucoup plus de voitures. Moins, on était sur beaucoup plus de biens privés et moins sur des bâtiments publics. Ensuite, moi je pense qu'il faut être opérationnel et efficace. Nous avons besoin, en tout cas, sur un certain nombre d'équipements publics, qu'ils reprennent leur service le plus tôt possible. On parle de crèches, on parle d'écoles, on parle de mairies annexes. C'est du bien commun d'usage quotidien. Pour moi, l'urgence, en tant qu'élu local, c'est que l'ensemble de ces établissements publics puissent recommencer, pour certains, lorsque c'est des travaux mineurs dès septembre. On est tous d'accord sur le principe, mais c'est vrai que... Oui, mais on peut ergoter sur on n'ergote pas, donc 650 millions d'euros... Non, je dis pas que... Je parle pas du montant. Et je suis venu ici, je crois, suffisamment de fois pour condamner les violences et la casse qui a été faite. Non, mais le signal est terrible. C'est ce que je veux vous dire, Lounès Sadrou, de vous en convenez. Oui, mais vous faites semblant d'être dans une fausse naïveté. C'est mon rôle de journaliste. Lorsqu'il y a de la casse, lorsqu'il y a des dégâts, lorsqu'il y a des bâtiments publics qui sont dégradés, évidemment que c'est la solidarité nationale qui s'actionne, soit par des financements publics, soit par le biais assurantiel, parce qu'il y a une priorité, c'est que quand une école est brûlée, c'est que l'école soit le plus rapidement possible remise en état. Ensuite, la justice condamne et la justice fait son boulot. Je crois qu'elle a été suffisamment dure sur les premiers jugements. Thomas Ménager, je vous ai vu bondir au mot solidarité nationale. Il y a d'abord la question assurantielle. Dans tous les cas, ça veut dire des primes d'assurance qui vont mécaniquement à un moment ou à un autre augmenter. Donc c'est encore les Français, dans tous les cas, qui payent leurs assurances, qui vont connaître une hausse, donc qui vont payer indirectement. On le sait aussi. Après, bien entendu, oui, la solidarité nationale. Mais aujourd'hui, c'est toujours les mêmes qui payent pour une minorité. Excusez-moi, vous l'avez vous-même souligné. On sait très bien qu'ils seront condamnés à des dommages et intérêts. Ce sont souvent des mineurs, des familles qui vivent dans des conditions, qui ont des problèmes de pauvreté, qui est aussi un élément. Mais il ne faut pas tomber dans la culture de l'excuse, et c'est la difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est de dire la pauvreté entraîne la délinquance. Moi, j'ai regardé les taux de pauvreté dans les années 70 étaient supérieurs. Vous n'avez pas entendu le moindre mot d'excuse dans ma bouche? Non, je vous cible pas vous personnellement. C'est toujours la difficulté quand on a quelqu'un de la NUPES, c'est que on ne sait jamais. Il y a une partie des socialistes qui sont peut-être réalistes, mais qui sont toujours alliés à la NUPES, alliés à être réaliste n'empêche pas de se poser les questions sociales qui totalement opposées peut-être à la vôtre, monsieur. Donc je sais pas. Non, parce qu'attendez, moi, ça ne m'empêche pas d'être dur quand la loi doit être dure. Moi, je n'ai aucun souci là-dessus. Je suis un républicain et un légaliste profond, un démocrate profond. Mais rien n'empêche, quand on est un dirigeant politique, lorsqu'on est dans l'action, de se poser aussi les questions qui mènent à de telles violences. C'est pas être dans la culture de l'excuse que d'aller traiter le mal à vous dire, là où il est pour éviter qu'on se retrouve demain avec des mêmes problématiques. C'est ce qu'on peut regretter aujourd'hui. En tout cas, c'est ça, ce qu'a regretté Bruno Retailleau ce matin au micro de Sud Radio, c'est de dire, oui, ok, on est tous d'accord pour cette reconstruction immédiate, il n'y a pas le choix, les enfants doivent aller à l'école à la rentrée. Maintenant, c'est vrai que c'est annoncé de manière peut-être pour le peu maladroite. Cette loi est annoncée avant un discours d'Emmanuel Macron sur l'interrogation sur les causes profondes de ces émeutes. Ce qui est certain, c'est que quand vous dites la solidarité nationale, on est tous d'accord, mais ça sera les classes moyennes. Moi, ce que j'ai vu sur mon territoire, ce sont des jeunes qui ne bossent pas, qui parfois bénéficient des prestations sociales, qui ont cassé les commerces de ceux qui se lèvent tôt, qui bossent, qui triment, qui payent des impôts, qui ont toujours l'impression de payer pour les autres. Et c'est pas qu'une impression, c'est une réalité. Et donc c'est ça le problème aujourd'hui, c'est de se dire oui, il y aura la solidarité nationale, oui, il y aura la question assurantielle, bien entendu. Mais dans les faits, on a toujours une France qui est de plus en plus divisée. Et vous pensez participer, peut-être pas vous, je veux pas vous cibler, je vous connais pas personnellement, mais participer à éviter cette division de la société. Mais il y a aujourd'hui un clivage entre ceux qui bossent, qui travaillent, qui payent leurs impôts, qui payent leurs amendes quand ils en ont, qui respectent la loi, qui saluent le policier
policiers quand ils leur demandent les papiers, et il y en a une partie qui insulte le policier, qui ne bosse pas, qui bénéficie des prestations sociales et qui va bosser l'outil de travail de ces gens, de ces honnêtes gens. Et donc aujourd'hui, il y a quand même un vrai problème, et ça, on peut pas juste dire on va reconstruire et ça sera la solidarité nationale. Et en l'espèce, c'est quoi votre solution? Ben, je vous dis, c'est il y a un éventail. Opérationnellement. Il y a un éventail. Savez, non mais attendez, je vous ai dit qu'on était d'accord sur le fait qu'il fallait reconstruire. Je suis un élu local. Bon, mon étiquette est très importante. Je suis porte-parole de mon parti. Mais je suis d'abord un élu local. Et moi, j'ai une obligation de résultat vis-à-vis de mes concitoyens sur le fait que l'école refonctionne, que la rue soit remise en état. Et il y a un moment, je veux bien qu'on essaie de faire de la polémique sur tous les sujets. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a un moment, il faut aller vite. Il faut aller vite. Ouais. Et d'ailleurs, je pense que le gouvernement, en laissant 3 mois pour la publication des ordonnances, va trop lentement. D'ailleurs, le groupe socialiste au Sénat a déposé un amendement justement pour ramener ce délai de publication des ordonnances au 31 juillet, parce qu'honnêtement, on n'est pas sur des ordonnances extrêmement compliquées à préparer. Je crois que les administrations centrales sont en capacité de préparer ça beaucoup plus vite. Mais moi, voilà, je suis aussi dans une culture de l'action et du résultat pour nos concitoyens. Et même si j'ai des réserves sur certains points de ce texte, justement, je pense que ça doit aller vite et qu'on doit pouvoir reconstruire. Justement, est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord Les administrés ils sont d'accord pour reconstruire. Non, ils veulent que ce soit reconstruit vite. En disant, là, il faut quand même, on ne va pas juste faire une loi pour reconstruire et en rester là. Est-ce que vous l'entendez sur le terrain? Non, moi, je suis là pour vous poser des questions, c'est pas moi. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez dire qu'on interdise les gens des quartiers populaires d'accéder aux services publics qui auront été reconstruits? Il n'y a pas de punition collective en République, ni en démocratie. C'est une sorte peut-être de punition collective qui est ressentie par certains Français aujourd'hui. La casse, c'est une punition collective. C'est une minorité qui va venir casser et embêter la majorité, voire la totalité du collectif. La reconstruction, elle se fait pour que justement l'ensemble de la communauté puisse retrouver l'usage de ses équipements. Moi, je ne vais pas punir l'ensemble d'un quartier parce qu'il y a une extrême minorité de ce quartier qui a cassé. Non. Thomas Ménager, je vous laisse prendre votre élan et on va marquer une toute petite pause. On se retrouve dans quelques instants. Et n'oubliez pas, chers auditeurs, 0826 300 300, si vous voulez vous aussi réagir à ce débat. Restez avec nous. Les débats de l'été Sud Radio, midi 13h30, Stéphanie Demuru. 12h46 en direct sur Sud Radio et on poursuit notre débat avec nos invités. Qui doit payer pour les dégâts des émeutes alors qu'un texte est actuellement au Parlement depuis ce matin au Sénat pour justement déclencher ces travaux d'urgence pour reconstruire les nombreux bâtiments, crèches et écoles saccagés pendant les émeutes. On en parle avec Thomas Ménager, porte-parole du RN, Lounès Adjroud, porte-parole du PS. Et Thomas Ménager, justement, vous vouliez répondre à Lounès Adjroud il y a quelques secondes. Oui, il y avait une incompréhension. On est tous d'accord sur le fait qu'il faut qu'il y ait des écoles à la rentrée, qu'il faut reconstruire une grande partie. Mais moi, ce que je veux pas, c'est qu'on confonde aussi vitesse et précipitation. Si c'est reconstruire dans ces quartiers, on a mis 100 milliards en 20 ans et où les gens, il y a un problème d'assimilation, il y a un problème de aussi et une partie des ceux qui vous êtes alliés, ils donnent le sentiment que l'État serait raciste, qu'on serait dans un racisme systémique, ont une haine des valeurs de la République, une haine de ce que représente l'État. Et donc reconstruire sans traiter ces problèmes d'assimilation, ces problèmes de justice, ces problèmes d'éducation, d'école, d'autorité des parents, je pense que on est tous d'accord et je pense qu'on pourra se retrouver sur le fait qu'il faut reconstruire, que l'idée c'est pas plus avoir de services publics, mais par contre de seulement se dire ça va être les assurances derrière, c'est aussi des TPE, des PME qui ont souffert, qui vont avoir leurs primes qui vont augmenter mécaniquement. Il va y avoir des effets induits si ce ne sont pas en partie les casseurs qui payent, parce que vous le savez très bien, ils ne paieront pas. Donc moi je veux éviter que l'on déverse encore des milliards sans avoir réglé le problème. Il faut régler les causes, bien entendu. Alors la question c'est l'école, oui, la médiathèque, on va peut-être attendre un petit peu de rétablir l'ordre dans ce quartier, de voir comment on peut procéder, peut-être d'aller vers une autre médiathèque avant de reconstruire et déverser des milliards pour rien. C'est ça ce que je veux vous dire. Écoutez, c'est là que je ne partage pas votre avis et même dans la version ripolinée du discours du RN, je sais ce qu'il y a derrière comme sous-entendu.
Quand vous dites dans ces quartiers-là, dans nos simulations, vous laissez induire que tout ça, c'est aussi des questions liées à l'immigration. Mais je vous le dis, oui. Et même vous ne le Jérôme dites Fourquet, plus parce que... Même Jérôme Fourquet, qui n'est pas un adhérent du Rassemblement national, a dit que ça se superposait, la carte et le pourcentage de personnes immigrés ou issus de l'immigration et la carte des émeutes. Il l'a dit. Donc à un moment, il ne faut pas nier, il ne faut pas mettre la poussière sous le tapis. On ne vous dit pas, et j'étais le premier à vous dire, il n'y a pas que cette problématique-là, mais en niant cette problématique, ce problème d'assimilation, cette capacité que l'on a à accueillir des personnes, à les assimiler, à leur faire aimer la République, à les mettre dans le droit chemin. Oui, mais vous voyez, c'est là que nous ne sommes pas d'accord. Moi, la question, c'est que pour régler les problèmes que vous évoquez, c'est aussi de maintenir la culture dans ces quartiers-là. Une médiathèque qui a été brûlée, elle doit être reconstruite. Pourquoi ? Parce que si vous éloignez encore l'accès au savoir et à la culture, ceux qui s'en sortent dans ces quartiers-là, qui sont quand même, j'espère, une grande partie, et pour en être issu, j'en suis le témoin direct, eh bien la médiathèque, elle est un levier d'élévation intellectuelle et sociale. Si vous la supprimez, vous supprimez cette chance. Si c'est pour qu'il faille aller faire 15 ou 20 minutes de marche à pied, ils iront plus à la médiathèque. Vous savez, moi j'ai été élevé en zone rurale. J'étais dans un village de 800 habitants. Il fallait que je fasse 20 minutes avec une bagnole. Mes parents étaient dans la classe populaire. J'étais boursier. J'avais personne pour m'emmener à la médiathèque. J'ai pas été à la médiathèque. Et les gamins qui étaient avec moi à l'école, ils n'ont pas tout pété. On peut faire la concurrence des difficultés de vie. Vous savez très bien. Vous savez. À quel moment j'ai dit excuse ? Moi, je vous ai dit une chose. Ça va pas les élever, ça va pas les aider. Je suis pas sûr que ce soit la solution. Mon positionnement politique, c'est de reconstruire un établissement public, notamment culturel, au-delà de ce qu'est l'école, puisque là, visiblement, vous êtes d'accord, heureusement. Lorsqu'il y a des établissements de loisirs et de culture dans ces lieux-là, évidemment qu'il faut les reconstruire. Parce que sinon, qu'est-ce que vous laissez pour faire redémarrer la vie dans ce quartier ? C'est des lieux de désolation. Et là, on a un schisme particulier. Pardon ? On vous dit, moi je suis d'accord. Vous ne pouvez pas reconstruire maintenant, mais attendez, reconstruire pour que vos deux points de vue sur la médiathèque et que ça rebrûle, ça n'a pas d'intérêt. Pardonnez-moi, on a compris vos points de vue sur la médiathèque. 0826 300 300, des auditeurs nous appellent. Richard, qui nous appelle de Toulouse. Bonjour Richard. Oui, bonjour. Bonjour, merci de participer à ce débat. Vous vouliez donc apporter votre sentiment, votre réaction. Mon sentiment, c'est qu'on sent, parmi vous deux invités, une forme de résignation. Elles sont différentes, mais il y a quand même une forme de résignation. Régler les problèmes de l'immigration aujourd'hui, sur ces générations-là, pour moi, c'est perdu. Je voudrais juste amener deux propositions, et pour voir si on peut avoir une réponse de vos interlocuteurs dessus. La première, c'est pour récupérer du cash, pour reconstruire. Récupérer du cash, on légalise le cannabis, on le vend dans le bureau tabac, on prend la taxe, ça va être quelques milliards qui vont rentrer dans les caisses de l'État. Pour les quartiers, il restera d'autres drogues, on le sait. Mais ça, c'est de l'argent et du cash qui va pouvoir être réutilisé et renvoyé à nos, on va dire, aux kidam qui cotisent et à l'État. Première chose, a-t-on le courage de le faire, oui ou non ? Deuxième chose, c'est depuis 2 ans, il y a une loi scélérate qui est passée, je l'ai entendue il n'y a pas longtemps dans une mairie lors d'un mariage. L'interdiction des punitions corporelles est une grande stupidité. Et je pense qu'aujourd'hui, moi, ce qui m'a fait être l'homme que je suis, voilà, la PC. Puis quand on est petit, c'est des petites punitions. Quand on est plus grand, c'est des grandes punitions. Je pense que là, on a fait une erreur dramatique. L'homme est un animal, même s'il est humain. Et on a besoin d'avoir ces punitions. C'est pas de la violence, c'est une punition. Ça peut se faire avec juste une gaule. Mais il y a une crainte, et la crainte du père, c'est ça qui m'a permis à moi d'éviter de faire des bêtises, on va dire, à séquelles. Et on avait été bien prévenus, et on avait plus peur du père que de toute autre chose. Ouais. Et ça, je pense que c'est une grosse erreur. Seriez-vous prêt à remettre en cause cette loi ? Merci Richard, en tout cas de votre intervention. Alors c'est vrai que Richard parlait du père, c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé, notamment quand on parlait des sanctions financières, on les évoquera. Mais c'est vrai que parfois le père est absent. Alors Richard nous dit 2 choses. Il y a la légalisation du cannabis, récupérer de l'argent, et puis ce manque d'autorité avec le châtiment corporel qui est désormais interdit. Thomas Ménager, qu'est-ce qu'on en pense du côté du RN ?
Alors, pour répondre à Richard sur les deux points, nous, sur la légalisation du cannabis, je pense que oui, il faut trouver des recettes fiscales supplémentaires. Il y a la fraude sociale, il y a la fraude fiscale, il y a les cartes vitales biométriques, il y a la taxation des transactions financières, il y a la question du coût de l'Union européenne par rapport à ce qu'on verse. Il y a d'autres éléments où on peut récupérer de l'argent. La légalisation du cannabis, c'est un sujet compliqué, complexe. Je comprends ce qu'il veut dire, c'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui du trafic qui en plus ne rapporte pas à l'État. Je pense que derrière, il y aura un risque de réseaux parallèles, de réseaux vers d'autres drogues, de la cocaïne, vers la MDMA, vers d'autres drogues. Et donc je pense que ça serait une première étape et que ça serait envoyer un signal négatif. Ça c'est le premier point. Et concernant le deuxième sujet, concernant l'interdiction de la fessée, des châtiments corporels, je pense qu'on est passé peut-être d'un extrême à un autre. On est passé, alors que, bien entendu, la politique et souvent la vie, c'est une ligne de crête. On était dans un pays où parfois, on pouvait frapper son enfant, ça faisait partie d'une éducation, on pouvait faire n'importe quoi. Et bien entendu, il fallait faire comprendre que l'éducation, c'est pas les coups de bâton, bien entendu. Mais aujourd'hui, il y a des enfants qui ne peuvent plus être punis, qui ne peuvent plus être sanctionnés par leurs parents, qui ne peuvent plus être sanctionnés même à l'école. Je dis pas de manière physique, automatiquement, mais parce que automatiquement, c'est tu n'as pas le droit. Directement, j'irai porter plainte, j'appellerai le numéro. Donc il faut trouver cet équilibre. Je sais pas, parce que c'est un sujet qui est compliqué, parce qu'il y aura automatiquement des abus. Moi, je suis pas pour qu'on mette sur la figure de ces gamins, mais il faut trouver un équilibre, bien entendu, et peut-être que revenir sur une partie de cette loi, ça pourrait être un sujet, bien entendu. Alors moi, sur les châtiments corporels, je sais parfaitement, je suis évidemment totalement contre le retour à ce mode d'éducation et j'ai eu le débat récemment avec un des journalistes de Valeurs Actuelles qui lui visiblement pensait que le retour aux 2 claques et au lit était peut-être une bonne solution, un peu comme avait porté un préfet de l'Hérault. Moi je considère qu'en fait c'est relégitimer finalement des violences qui sont faites à l'intérieur des foyers, parfois qu'on ne voit pas, qu'on ne distingue pas et qui peuvent générer chez un certain nombre d'enfants de grandes souffrances avec des séquelles irrémédiables tout au long de la vie. Donc inévitablement, je crois que c'est un progrès pour l'humanité d'avoir sorti les châtiments corporels de l'éducation, des méthodes d'éducation. Après, effectivement, il ne faut pas... Il reste des modes d'éducation et de sanctions qui ne sont pas physiques. Et sur je suis désolé parce que ça c'est important et je crois qu'on a trop banalisé les propos du préfet de l'Hérault, donc je préfère utiliser mon temps de parole là-dessus. Et sur la légalisation du cannabis, c'est encore un débat qui n'est pas totalement tranché au Parti socialiste, mais qui est ouvert et sur lequel nous ne sommes pas fermés parce que il est vrai, comme le dit monsieur, que finalement il y a une grande partie du trafic que l'on pourrait réduire par ce biais-là. Et quant au déversement sur d'autres types de drogues, la réalité, c'est que ceux qui consomment d'autres types de drogues les consomment déjà. C'est pas forcément les mêmes populations et c'est pas forcément les mêmes réseaux. Donc, c'est un débat assez complexe. Thomas Ménager, rapidement, pardonnez-moi, on arrive déjà à la fin. On a évoqué évidemment ces sanctions qui ressortaient. D'ailleurs, la droite est assez unanime sur l'idée de sanctionner les parents de ces délinquants. Et même Emmanuel Macron, qui n'est pas supposé de droite, je le rappelle, si, ça y est, il est de droite. Souhaiterait sanctionner les parents, je cite, à la première connerie, avait-il dit, sur ce point, tous les deux, et on en termine. Nous on veut taper bien entendu au porte-monnaie. On pense que ça doit se faire via les aides sociales, parce que je vous dis, une partie ne sont pas solvables. Après, s'ils le sont, il faudra bien entendu que les parents participent. Ils sont responsables du fait de leurs enfants. Ça participe aussi à les responsabiliser, donc de céder en disant c'est la faute des enfants, c'est pas la faute des parents. Après, nous, ce qu'on souhaite pour les aides sociales, c'est que ça soit, à la différence d'une partie, pour les délinquants récidivistes, c'est-à-dire pour les mineurs récidivistes, c'est-à-dire qu'on peut considérer qu'il peut y avoir une bêtise, une connerie, mais il faut être très ferme et condamné dès la première bêtise par la justice. Et par contre, pour les aides sociales, parce qu'indirectement, ça peut induire... C'est plus cool qu'Emmanuel Macron, ça peut induire... Bah oui, mais vous savez, il y en a qui montent les muscles, il y en a qui montent les muscles, il y en a qui font des tonnes. Nous, on a toujours dit les délinquants récidivistes, parce qu'il faut donner la possibilité aux parents de reprendre la main, mais par contre, il faut être intransigeant dès la deuxième bêtise. Le mot de la fin, Lounès Hadjroud. Bon, écoutez, moi, je considère qu'il est inutile d'ajouter de la misère à la misère, notamment lorsqu'il s'agit de familles monoparentales ou de familles déjà en difficulté, sur lesquelles on a un enfant qui peut dévier du droit chemin. Je crois qu'il n'est pas nécessaire de sanctionner tout le reste de la famille et de la fratrie.
Merci beaucoup à tous les Merci deux. Thomas Ménager, Lounès Hadjo, d'avoir été avec nous en direct sur Sud Radio. Et restez avec nous, on va parler pouvoir d'achat, notamment avec le patron d'un magazine qui s'appelle 150 € et qui promet de nous faire économiser 150 € par mois de pouvoir d'achat en tout cas. Et vous pouvez réagir 826 300 300, n'hésitez pas. À tout de suite.